Il y a une scène devenue banale, presque invisible, tant elle est répétée. Un visage éclairé par un écran, des doigts qui tapent. Une to-do list qui se reproduit comme un organisme autonome. Le matin, on attaque la journée. Le soir, on n'a pas eu le temps. Entre les deux, on optimise. Ses mails, ses trajets, son sommeil, son attention, son corps même. Compter, mesurer, corriger. À force de vouloir gagner quelques minutes, on finit par perdre quelque chose de plus vaste, une manière d'habiter le temps. La course à la productivité n'est pas seulement un style de travail, c'est une métaphysique déguisée en bon sens. L'idée que la valeur d'un humain se prouve, se chiffre, se justifie comme un rendement. À première vue, la productivité ressemble à une vertu. Elle promet l'efficacité, la prospérité, la maîtrise. Qui refuserait d'être plus performant, de mieux s'organiser, de réduire le gaspillage? Le problème n'est pas l'effort, ni même le goût du travail bien fait. Le poison se glisse ailleurs, dans l'extension de la logique productive à toute la vie. Quand le monde entier se transforme en tableau de bord, l'existence devient une entreprise et l'âme, un département qu'il faut rendre rentable. La philosophe Hannah Arendt distinguait 3 activités dans la condition de l'homme moderne. Le labeur, ce qui entretient la vie, répétitif, nécessaire. L'œuvre, ce qui construit un monde durable, des objets, des formes. Et l'action, ce qui nous met en relation avec les autres, ce qui inaugure, ce qui nous rend visibles et rend visibles nos singularités. Or, la culture contemporaine de la productivité a tendance à avaler ces distinctions. Tout devient labeur, une succession de tâches à accomplir, d'items à cocher, de cycles à répéter. Même ce qui relevait de l'œuvre, créer, apprendre, façonner patiemment, est pressé, fragmenté, sprinté, quand l'action au sens d'Arendt, celle qui suppose présence, parole, imprévisibilité, elle est souvent reléguée au rang de distraction, bavardage improductif, réunion trop longue, conversation non actionnable. Le résultat, c'est une vie où l'on fait beaucoup et où l'on agit peu. On s'agite, on s'active, on s'use, sans toujours éprouver ce sentiment étrange et précieux « j'ai vécu ». Car vivre ne se résume pas à produire. Vivre, c'est aussi errer, contempler, douter, aimer, perdre du temps avec grandeur. Or, la productivité, lorsqu'elle devient idéologie, ne supporte pas le temps perdu. Elle le traque, elle le culpabilise, elle le transforme en faute morale. C'est là un point décisif. La productivité moderne n'est pas seulement un impératif économique, c'est un impératif éthique. On ne dit plus seulement il faut travailler, on dit il faut mériter. Le repos devient suspect, comme si ne rien faire était une dette envers le monde. Et subtilement, l'humain se change en machine à justification. Non pas simplement produire, mais produire la preuve qu'on existe correctement. La sociologue Hartmut Rosa parle d'accélération. Accélération technique, tout va plus vite. Accélération sociale, les normes, les métiers, les liens changent de plus en plus vite. Et accélération du rythme de vie. On empile davantage d'actions dans la même journée. Ce triptyque crée une sensation paradoxale. Malgré le gain de temps, on manque toujours plus de temps. Comme si la modernité avait inventé une nouvelle forme de pauvreté, la pauvreté temporelle. On devient riche en moyens, pauvre en présence. On a des outils pour tout, sauf pour être là. Et que fait un humain privé de présence? Il compense, il scrolle, il s'anesthésie. Il se distrait d'une fatigue qu'il ne comprend plus parce qu'elle n'est plus seulement physique. Elle est ontologique, une usure du sens. Byung-Chul Han, dans La société de la fatigue, décrit une époque où la contrainte externe a changé de visage. Nous ne sommes plus seulement dominés par « tu dois » venu d'en haut, mais par un « tu peux » intériorisé, un culte de la performance qui fait de chacun son propre contremaître. On se pousse soi-même, on s'exploite soi-même, avec le sourire parfois, et avec cette étrange violence douce des injonctions positives. Deviens la meilleure version de toi-même. Le drame, c'est qu'on finit par se sentir coupable de ne pas être infini. Dans ce cadre, l'homme est traité comme une machine. Oui, mais une machine très particulière. Une machine qui doit s'aimer pendant qu'elle tourne. Une machine à qui on demande d'être passionné, aligné, enthousiaste, engagé,
résiliente. On n'exige pas seulement un résultat, on exige une âme disponible pour le résultat. Quand cette âme se cadre, quand elle se fatigue, quand elle s'attriste, on lui propose une mise à jour. Méditation 5 minutes, respiration carrée, application de sommeil, coaching. Le problème est requalifié en bug individuel, alors qu'il est souvent structurel. On répare l'humain pour qu'il puisse continuer à fonctionner dans un monde qui l'abîme. La productivité détruit-elle l'humain? Elle le détruit surtout quand elle devient la mesure unique de sa valeur. Car alors, ce n'est pas ce qui se chiffre qui est dévalué. L'attention portée à un enfant, la lenteur d'une convalescence, l'écoute d'un ami, le silence nécessaire à une pensée. La vie intérieure elle-même devient suspecte parce qu'elle ne fait pas avancer un projet. Et pourtant, c'est dans cette zone non rentable que se fabrique l'humain. La capacité de s'étonner, de choisir, de dire non, de changer de direction. Il y a aussi un coût relationnel. Une machine ne rencontre pas, elle interagit. On optimise ces échanges comme des flux. La logique productive pousse à considérer autrui comme une ressource, réseau, une opportunité, contact, une friction, temps perdu, ou levier, synergie. Même l'amitié peut devenir un investissement, la conversation un point rapide, l'amour une question de gestion de couple, et le monde se vide de sa gratuité. Cette chose pourtant si essentielle, qui fait qu'un geste est beau précisément parce qu'il n'avait pas à l'être. Reste une question. Comment sortir de cette religion sans tomber dans une caricature inverse, l'éloge paresseux de l'inefficacité? Il ne s'agit pas de sanctifier le désordre ou de diaboliser le travail. Il s'agit de remettre le travail à sa place, une dimension de la vie et pas son tribunal. Réapprendre à distinguer l'utile du vital, le rentable du précieux. Défendre des temps non instrumentalisés. Lire sans objectif, marcher sans compteur, parler sans agenda. Réhabiliter l'œuvre lente. Réhabiliter l'action vraie, celle qui engage, qui risque, qui ne se résume pas à un livret. Peut-être faut-il au fond une petite insurrection intime. Ne plus demander au monde qu'est-ce que je dois produire, mais qu'est-ce que je veux l'habiter. Car l'humain n'est pas une machine à produire, c'est un être capable de sens, de relation, de commencement. Et aucune to-do list, aussi bien rangée soit-elle, ne remplacera jamais la simple phrase, profondément subversive, je ne suis pas un rendement, je suis une présence.